Voilà, le grand oral de la santé se poursuit. Nous allons accueillir dans quelques secondes Valérie Pécresse, candidate Les Républicains pour la présidentielle. Valérie Pécresse, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous devant ce grand oral de la santé. Merci beaucoup. Et vous avez des minutes pour nous livrer vos propositions. Et candidats des centristes, parce que quand on ne les cite pas, ils sont très très malheureux. Ben voilà, c'est fait. Merci beaucoup pour eux. Et on vous écoute pendant 10 minutes sur vos propositions de santé. Merci à tous. D'abord, permettez-moi de m'associer à l'hommage que vous avez rendu aujourd'hui, l'hommage vibrant à tous les professionnels de santé. Nous avons traversé depuis des mois une épreuve pandémique sans précédent et on les applaudissait au début, mais je crois qu'il faut qu'on les applaudisse aussi aujourd'hui. Et puis, je pense aussi évidemment à toutes les victimes de la pandémie. Je sais que vous avez eu une pensée collective pour elles, et moi aussi, cette pensée, je la partage. Alors, commençons peut-être par un bilan de la situation, un diagnostic de la situation. On a un système de santé qui sort lessivé des 10 années qui viennent de s'écouler, avec un appauvrissement sans précédent de l'hôpital que la crise sanitaire n'a finalement fait que révéler et qui trouve son origine dans des baisses de tarifs et des plans d'économie infligés depuis 10 ans, qui sont parmi les plus brutaux de l'histoire de l'hôpital, près de 10 milliards d'efforts demandés depuis 2015 sans aucune réforme structurelle. Et puis on a un recul de l'accès aux soins des Français, on vient de le voir, 5 millions de Français sans médecin traitant aujourd'hui, des déserts médicaux qui ne cessent de progresser, 6 Français sur 10 qui disent qu'ils ont dû renoncer déjà à des soins. Troisième sujet, la question de la considération que réclament les personnels de santé dont les revendications ont été longtemps niées et aujourd'hui, eh bien, elles sont prises en compte par le Ségur de la santé, mais vous savez, il ne faut pas uniquement toucher les professionnels de santé au portefeuille, il faut les toucher au cœur, et la considération, ça passe par bien d'autres choses que des simples revalorisations catégorielles, puisque 81% des infirmiers de l'hôpital public considèrent aujourd'hui que les mesures du Ségur de la santé n'ont pas d'impact sur leur désir de quitter leur profession. Combien de lits fermés aujourd'hui à l'hôpital? Les chiffres varient selon les interlocuteurs, selon les syndicats ou selon la police, pardon. Mais la vérité, c'est qu'il y a aujourd'hui vraiment un système qui est tenu à bout de bras par des personnels soignants à bout de souffle. Et puis, il y a un quatrième élément de diagnostic, c'est la crise de souveraineté que la pandémie a révélée. Quand on ne fabrique plus d'antibiotiques en Europe, et bien évidemment, on devient dépendant. Et nous avons été dépendants de tout pendant cette crise, pour les masques, pour les tests, pour le petit matériel. Alors, quel est l'objectif que je propose désormais pour la France, pour reconstruire? Je propose un projet de reconstruction de notre système de santé avec un objectif de santé publique globale qui est d'augmenter de 3 ans l'espérance de vie en bonne santé d'ici 10 ans. L'espérance de vie en bonne santé, c'est un indicateur très puissant et vous savez, nous avons 10 ans de différence avec les grands pays du nord de l'Europe, donc augmenter de 3 ans notre espérance de vie en bonne santé. Pour cette politique de santé, je vais m'appuyer sur des principes, ça aussi c'est important. Une approche de santé globale, on y reviendra, la santé c'est le soin mais c'est aussi l'environnement. Une confiance aux acteurs de terrain, la décentralisation comme un outil très puissant d'efficacité et de réponse de proximité. La démocratie en santé comme boussole, c'est-à-dire le rôle des patients beaucoup plus mis en avant avec notamment dans le financement de l'hôpital aussi la vie et l'expérience des patients qui sera respectée et qui sera prise en compte. Considérer la santé comme une source de prospérité et d'avenir, pas seulement comme une source de coûts, ça veut dire une vraie politique de recherche et d'investissement stratégique, repenser l'innovation en santé, repenser l'industrie de santé, et puis la valeur de nos données de santé. Enfin, une politique sur le temps long, parce qu'il vous faut des lois de programmation quinquennale, une grande loi de programmation quinquennale. La santé ne peut pas se gérer chaque année dans un projet de loi de finances. Alors, comment j'accompagne cette révolution du système de santé? Ma première action, ce sera pour
améliorer l'accès aux soins, plus de déserts de santé. Pour ça, ça passe par un plan global qui sera mis en œuvre et d'abord, sur chaque territoire, une alliance des professionnels de santé avec la revalorisation de l'exercice en ville, avec tout le monde qui est mis autour de la table, la ville, l'hôpital public et privé, une nouvelle étape des délégations de compétences et un investissement massif en faveur de la formation. Vous le savez, nous devons avoir 25 000 soignants de plus à l'hôpital et je veux envoyer les jeunes étudiants de médecine générale, je veux qu'ils aient une 4e année de spécialité et que 4 000 docteurs juniors puissent venir dans les déserts médicaux pour venir travailler pendant un an et permettre d'augmenter la capacité de médecins généralistes dans ces territoires. Mais ces alliances de santé, elles permettront à chaque professionnel de santé de prendre le maximum de compétences le plus rapidement possible et d'être récompensé pour cela. Le deuxième objectif, c'est la révolution de la prévention. On va doubler les budgets de prévention, on va en faire une politique centrale de santé, parce que les meilleures dépenses de santé, c'est celles qu'on ne fait pas, et ça veut dire qu'on donnera la politique de prévention aux départements, on leur donnera aussi la médecine scolaire, parce que c'est l'école et l'entreprise qui doivent devenir les premiers lieux de la prévention, et là encore, je souhaite qu'on renoue avec cette grande politique de prévention scolaire qui a permis de dépister tant de maladies. Et là aussi, il faudra s'appuyer sur tout le monde, y compris sur les pharmaciens qui souhaitent aller plus loin dans les politiques de dépistage. Ensuite, troisième sujet, l'innovation et le numérique. Il faut absolument qu'on lance des grands programmes de recherche stratégique sur un certain nombre de sujets qui sont les nôtres. Et puis, il faut faire des nouveaux partenariats entre le public et le privé. Moi, je souhaite une grande alliance européenne de recherche pour l'innovation en santé. Et surtout, je souhaite que nos données de santé, on les utilise pour créer de la valeur, mais certainement pas qu'on les donne à Microsoft sans appel d'offres, comme c'était le cas du projet du gouvernement de Health Data Hub. Nous devons garder de la souveraineté sur ces données de santé. Alors, mon deuxième axe, c'est de prendre soin de ceux qui nous soignent. Prendre soin de ceux qui nous soignent, ça veut dire que le temps passé par les professionnels de santé est précieux et tout doit être fait pour le préserver et l'augmenter. Je veux une politique d'attractivité globale et de fidélisation dans les métiers de santé. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que l'État et les collectivités locales se mettent ensemble pour qu'on aide avec des réponses très concrètes, le logement, le transport, la garde d'enfants, des personnels de santé. Moi, j'ai dit que les personnels de première ligne devaient avoir priorité dans l'accès au logement social. Et puis, il faut renforcer aussi la sécurité de ces personnels. Au-delà, je souhaite une société de la mobilité sociale. Ça veut dire qu'il faut que chaque professionnel de santé puisse évoluer tout au long de sa carrière pour prendre davantage de responsabilités et que ça soit beaucoup plus facile et beaucoup plus aisé. L'heure est venue de reconnaître les compétences, l'expérience, d'en faire un moteur dans l'évolution des carrières et des responsabilités. 2 ans de formation pour devenir infirmière en pratique avancée, c'est trop. Et de la même façon, on avait vu que c'était un maquis administratif. Nous devons libérer les énergies. À l'hôpital, moi, ce que je souhaite, c'est redonner une partie des clés de l'hôpital aux soignants et semer un vent de liberté et de confiance. Je veux donner plus d'autonomie et de souplesse aux hôpitaux grâce à un statut rénové qui leur permettra de confier de larges délégations de responsabilité à ces personnels de terrain pour des décisions beaucoup plus rapides. Je veux une délégation de gestion qui permettrait aux chefs de service d'avoir les coups des franches pour décider des investissements courants, pour recruter plus facilement, pour agir aussi plus rapidement en fonction des besoins du terrain. Je conserverai la tarification à l'activité, mais je tiens à ce qu'on prenne aussi en compte la qualité, y compris la qualité perçue par les patients. Et puis, priorité aux investissements directement utiles à l'amélioration des conditions de travail des personnels et à l'investissement en matière de numérique pour simplifier, débureaucratiser la gestion de l'hôpital. Quand j'ai vu comment étaient organisées les salles de repos des soignants, je me suis rendu compte qu'on avait encore beaucoup de chemin à faire et c'est un investissement que j'ai fait personnellement dans ma région. Alors ensuite, il faut qu'on investisse massivement dans les soins de ville pour qu'il y ait une vraie complémentarité entre l'hôpital et la ville, là aussi avec des délégations de compétences, là aussi avec des équipes de soins
pluridisciplinaire et avec des revalorisations des actes médicaux. Je sais qu'il y a parmi vous un certain nombre de représentants du médico-social. Je veux parler aussi de la façon dont nous prendrons soin de nos aînés, parce que je souhaite le maintien à domicile au maximum des personnes âgées avec 2 500 € de crédit d'impôt qui leur permettront de rester chez elles et à l'État et au département de se concentrer sur les personnes âgées qui en ont le plus besoin. Je veux qu'on humanise les établissements d'hébergement des personnes âgées, sans exception, avec des nouveaux critères, en renforçant la présence de professionnels auprès d'elles. Je veux qu'on passe de 6 personnes à 8 personnes, un taux d'encadrement pour 10 résidents, un taux d'encadrement augmenté de 25%, et il va falloir là aussi mettre en place un choc de formation et de recrutement. S'agissant du handicap, vous le savez, je suis favorable à l'individualisation de l'allocation adulte handicapé et je souhaite, là encore, que le handicap soit une priorité en améliorant la formation des personnels. Il y a un vrai gros choc de formation et de compétences dans les métiers du médico-social à faire. Alors, 2 urgences en matière de santé pour conclure. La première, c'est un plan massif de rattrapage des soins déprogrammés à cause de la pandémie, en mobilisant toutes les ressources du système. Le deuxième, c'est d'accélérer la recherche sur les Covid longs et pour vérifier et voir quelles sont leurs compétences et mieux les prendre en charge. Et 3 grandes causes de santé transversales, les 3 grandes causes du quinquennat, la santé mentale d'abord, ensuite la santé des femmes et enfin les cancers pédiatriques sur lesquels nous n'avons pas fait de progrès spectaculaires, contrairement à tous les autres cancers depuis des années. Alors, anticipation, liberté, proximité, confiance, voilà les piliers de mon projet pour la santé. Je vous remercie. Merci beaucoup Valérie Pécresse. Place à présent aux questions des professionnels de santé qui ont été réalisées par Sciences Po dans de petites vidéos. Et on va tout de suite regarder la première question des professionnels de santé pour vous, Valérie Pécresse. Bonjour, Edwige Elia, psychiatre, praticien hospitalier et responsable d'un secteur de psychiatrie générale dans la région des Hauts-de-France. Dans le GHT Psychiatrie Nord-Pas-de-Calais dans lequel j'exerce, nous sommes confrontés à un manque important de praticiens hospitaliers. Le GHT est composé de 4 PSM et pour 2 d'entre eux, la moitié des postes sont vacants. Nous ne parvenons plus à faire face aux besoins de prise en charge croissants dans une région qui connaît une dégradation significative de la santé mentale, des adultes et surtout des adolescents depuis la crise sanitaire. La situation est similaire dans la majorité des établissements du territoire national, et ceci depuis plusieurs années. La psychiatrie publique est confrontée à une hémorragie sans précédent, avec des départs de psychiatres compte tenu d'une attractivité quasi nulle de la discipline. 20% des postes d'internes et 30% des postes de praticiens hospitaliers ne sont pas pourvus. La fuite des praticiens hospitaliers vers le privé ou le médico-social se confirme, voire s'accélère, devant un écart de rémunération et surtout pour de meilleures conditions de travail. Les assises de la santé mentale et de la psychiatrie en septembre 2021 ont fait de la santé mentale une priorité de santé publique devant une situation critique avec des besoins croissants et un manque de moyens parfois dramatique. En tant que candidat à l'élection présidentielle, pouvez-vous nous détailler vos propositions pour la psychiatrie et la santé mentale ? Voilà votre réponse, Valérie Pécresse. Alors, vous le savez peut-être, mais je suis petite fille de pédiatre et de psychiatre. Donc cette question de la santé mentale est une question évidemment qui pour moi est en matière de santé publique absolument prioritaire. J'en ferai une des grandes causes de santé du prochain quinquennat. Et c'est vrai que la crise sanitaire n'a fait qu'aggraver la situation des Français. Mais ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que la suppression du numerus clausus n'a rien réglé en matière de santé, puisque nous n'avons pas donné aux universités suffisamment de moyens pour pouvoir vraiment augmenter les effectifs de médecins formés. Nous, ce que nous souhaitons, c'est passer de 10 000 médecins formés par an à près de 20 000 à la fin du quinquennat, et dans toutes les spécialités. La santé mentale doit être une des priorités. Et pour avoir une stratégie ambitieuse, moi je propose de faire ce qu'avait fait
proposé Jacques Chirac à l'époque pour le cancer, c'est-à-dire créer un Institut national de la santé mentale sur le modèle de l'Institut national du cancer. L'idée, c'est de faire quoi? C'est à la fois d'avoir une stratégie de soins, d'accompagnement du patient, mais aussi de booster l'innovation et la recherche thérapeutique sur les maladies mentales. L'idée, c'est que cet institut définira les priorités stratégiques, coordonnera l'action des acteurs et soutiendra l'effort de recherche. Il faudra évidemment augmenter le nombre de praticiens formés et développer notamment la branche de la pédopsychiatrie qui est en grande souffrance en lien avec les psychologues départementaux parce que je vais remplacer les COPSY, vous savez, les conseillers d'orientation psychologue qui sont dans les collèges et les lycées. Je veux les remplacer par des vrais psychologues, des psychologues de santé qui pourront faire aujourd'hui une vraie politique de soutien aux jeunes en situation de détresse psychologique et qui permettront d'avoir un lien avec la médecine de ville. Le rôle des médecins généralistes en matière de santé mentale me semble également totalement fondamental. Il va falloir, là aussi, les aider à mieux se former pour repérer les troubles anxieux et accompagner les patients dans l'orientation du système. Et puis, par ailleurs, vous l'imaginez bien, je veux qu'on travaille à la déstigmatisation des patients en santé mentale. On écoute la deuxième question des professionnels de santé tout de suite. Bonjour, je suis Frédéric Chéreau, maire de Douai, dans le Nord, et coprésident de la commission santé de l'Association des maires de France. Au cœur du bassin minier Nord-Pas-de-Calais, le Douaisis est un territoire particulièrement pauvre, plus touché qu'ailleurs par le renoncement aux soins ou les pathologies chroniques. Face à ce constat, nous travaillons depuis des années sur la qualité des relations ville-hôpital et depuis peu sur le concept de la responsabilité populationnelle. À l'AMF, nous sommes convaincus que c'est au niveau local que doit s'organiser une stratégie de santé qui associe à la fois l'hôpital, la médecine de ville, le médico-social, mais aussi l'ensemble des acteurs qui contribuent d'une manière ou d'une autre aux déterminants de santé au sens large, par exemple les écoles ou les associations. Alors j'aimerais savoir quelles sont vos propositions pour une approche plus décloisonnée, plus territorialisée des questions de santé, donnant aussi toute leur place aux élus locaux qui travaillent au quotidien sur la santé au sens large et sont aussi les interlocuteurs naturels de tous les professionnels de santé. Voilà votre réponse, Valérie Pécresse. Je suis tout à fait convaincue par cette démarche. Je pense qu'il faut pas arrêter de partir d'une démarche d'en haut, d'offre de santé nationale, qui se décline ensuite au niveau local, et partir d'une logique d'en bas des besoins de santé d'un territoire, et qu'il faut créer des alliances de santé dans les territoires. Moi, je suis favorable, dans le cadre de cette présidentielle, à la plus grande loi de décentralisation depuis les lois de fer. La pandémie Covid a montré quoi? C'est que plus on est proche des territoires, plus on est efficace, et mieux ça marche. Et que par ailleurs, les praticiens de terrain sont des tiers de confiance pour les populations, et c'est eux qui les convainquent beaucoup mieux que la parole d'en haut. Donc, on va faire des alliances de santé dans les territoires et on va tout décentraliser. Les agences régionales de santé seront présidées par les régions, les départements y siégeront. On aura des alliances de santé dans les territoires. Alors, il faudra dessiner des territoires pertinents. Est-ce que c'est des intercommunalités? Est-ce que c'est à l'échelle de tout un département? Moi, je pense que c'est plutôt au niveau des intercommunalités qu'il faut le faire. Les départements deviendront les bras armés opérationnels de la lutte contre les déserts médicaux. Et dans ces alliances de santé, on mettra qui? On mettra l'ensemble des professionnels de santé et les associations de patients, de façon à définir les besoins de santé du territoire. Et puis, selon les territoires, on définira la politique qui va le mieux. Il n'y a pas de désert pharmaceutique en France. Il y a des pharmacies partout, puisque les pharmacies sont territorialisées. Moi, ce que je souhaite, c'est que dans certains territoires, la réponse soit différente. Dans certains territoires, on aura des infirmiers libéraux qui seront prêts à prendre de la pratique avancée parce qu'ils auront une expérience et qu'ils auront la connaissance. Dans certains territoires, on aura des médecins retraités qui accepteront de continuer en cumul emploi-retraite pendant un certain temps. Et moi, je veux qu'on les aide et je veux là aussi qu'on libère leurs énergies. C'est déjà le cas dans beaucoup de territoires. Il faut qu'on puisse le poursuivre. Dans certains territoires, on s'apercevra qu'il manque telle spécialité et il faudra faire
faire venir le spécialiste qui manque. Dans certains territoires, on mettra en place de la télémédecine. Mais la télémédecine, là encore, je tiens à le dire, ne peut pas remplacer l'humain. Pour moi, la télémédecine, elle va forcément en lien avec des professionnels de santé référents qui peuvent mettre en place les politiques de proximité. Donc ce que je crois, c'est que l'Alliance de santé locale, eh bien, c'est ce qui permettra à chacun de prendre le maximum de compétences et d'être rémunéré pour cela, d'être valorisé pour cela. Les sages-femmes, par exemple, pour la santé des femmes, compte tenu de la pénurie de gynécologues, voilà. Les psychologues, compte tenu de la pénurie de psychiatres, peuvent aussi prendre des responsabilités. Mais tout ça se fera sous le contrôle des élus et dans le cadre d'une vraie stratégie d'alliance. Et là encore, pareil, hôpital public, hôpital privé, les deux doivent aller ensemble. L'hôpital de proximité doit devenir notre priorité pour le maillage du territoire, c'est très important. Et le CHU, quant à lui, doit mener des politiques de recherche et d'innovation beaucoup plus puissantes et avoir les moyens de le faire. Alors, quelques réactions à vos propositions dans la salle. À présent, je vois cette question arriver. Passer de 10 000 à 20 000 professionnels formés, comment fait-on? Les facultés ne sont pas extensibles. Les facultés ne sont pas extensibles, mais les amphis de médecine sont pleins. Donc on a aujourd'hui besoin aussi de pouvoir faire un certain nombre de premières années de santé décentralisées dans les territoires. Et ça, j'en suis persuadée, c'est indispensable de le faire. Par ailleurs, on a un problème pour recevoir les stagiaires. L'hôpital public est privilégié pour les stages. Il faut qu'on puisse faire des stages dans les hôpitaux privés. Ils sont prêts à accueillir aussi des stagiaires. Et puis, il faut davantage aussi de maîtres de stage en ville. Donc, sur tous ces sujets-là, c'est vrai que ça va être un gros choc de formation. Ça nécessite davantage d'enseignants aussi. Ça nécessite davantage de moyens immobiliers. Mais c'est possible. Et si on veut le faire, on y arrivera. Regardez ce qu'on a fait pour les infirmiers depuis la crise Covid. On a poussé tous les murs. Hein, et aujourd'hui, on forme plus de 10% d'infirmiers de plus cette année. Donc on y arrive, on y arrivera. Autre question qui concerne aussi les jeunes diplômés. Que pensez-vous du modèle canadien? Demande une question. Les médecins juste diplômés sont obligés d'exercer dans un désert médical pendant 2 ans avant de choisir leur lieu d'installation. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Moi, j'ai choisi de garder la liberté d'installation. Mais avec une contrepartie, c'est que la dernière année d'études, elle se fasse comme médecin junior dans les territoires carencés. C'est un donnant-donnant. Et j'ajoute que dans le donnant-donnant, il y a aussi la revalorisation des actes, puisque je propose que dans la prochaine convention médicale, la consultation de généraliste passe à 30 € et que les autres actes médicaux soient aussi revalorisés. Aujourd'hui, on ne paye pas le juste prix des actes médicaux dans notre pays. Et alors, avec en plus l'inflation que nous connaissons aujourd'hui, ça devient de plus en plus indécent d'avoir des prix et des tarifs qui sont fixés arbitrairement et qui ne représentent absolument pas la valeur des actes. Ça n'est pas compris par les professionnels de santé, mais ça n'est même pas compris par les Français eux-mêmes, hein, qui savent bien la valeur d'un acte médical. Alors, une question sur le financement des... Oui, bien sûr, vous pouvez applaudir, il n'y a pas de problème. Mais qui peut croire qu'une consultation généraliste vaut 25 €? Alors, justement, financement, comment financez-vous vos mesures? Valérie Pécresse, une question qui est revenue plusieurs fois dans la salle. Alors oui, je suis la seule candidate, je crois, qui fait 2 fois plus d'économies que de dépenses. Et vous avez raison de poser cette question du financement. Posez-la à Marine Le Pen, Madame 200 milliards, posez-la à Éric Zemmour, Monsieur 140 milliards. Je ne vais pas chiffrer les programmes de la gauche, parce que je pense que ça doit être encore pire. Moi, je fais toutes les réformes que la droite voulait faire dans ce pays. Réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites, en ayant le courage de dire qu'il faudra travailler jusqu'à 65 ans.
J'ai entendu le président de la République le dire la semaine dernière. Je ne pense pas qu'il aurait eu ce courage s'il n'y avait pas eu une candidate de la droite pour le dire avant lui, parce que ce n'était pas vraiment ce qu'il a fait pendant les 5 dernières années. Il faudra aussi faire la réforme de l'État. Et j'ai le courage de dire que oui, il faudra supprimer des fonctionnaires dans l'administration administrante, des organismes qui font doublon, des agences, des procédures administratives qu'il faudra dénormer. Les pays du nord de l'Europe, comme le Canada aussi, vous l'avez cité, ont eu à un moment donné un sursaut à faire parce qu'ils étaient surendettés comme nous le sommes nous aujourd'hui. Et ils ont fait ce sursaut et ils ont rétréci l'administration administrante. En revanche, il faudra créer des postes. J'ai dit 25 000 postes dans la santé. Dans 3 domaines, je créerai des postes, éduquer, protéger, soigner. Mais j'ai le courage de dire qu'il faudra supprimer 200 000 postes de fonctionnaires dans le mandat. Il faut faire ces réformes. J'ai le courage de dire aussi que pour toucher le RSA, il faudra faire 15 heures d'activité d'intérêt public. Si on ne fait pas ces réformes, bien sûr, on ne peut pas financer la rénovation du système de santé. Alors, une question sur les EHPAD. Comptez-vous augmenter le taux d'encadrement en EHPAD et comment comptez-vous le financer aussi ? Là aussi, alors, sur le financement de mon projet, je vous dis 82 milliards d'économies, 42 milliards de nouvelles dépenses. Si vous voulez le consulter, c'est sur le site valeriepécresse.fr. Je ne vais pas vous le détailler, ce serait un peu fastidieux. Mais en revanche, sur le taux d'encadrement, sur les EHPAD doivent devenir... D'abord, il faut qu'on privilégie le maintien à domicile, et ça, c'est une vraie politique à mener. Une vraie politique de maintien à domicile qui permettra que l'EHPAD devienne vraiment le lieu de la fin de vie. Et l'EHPAD, dans ces cas-là, est un lieu de fin de vie. Moi, je veux que ce soit un lieu dans lequel on mette une vraie charte de qualité. On a fait la loi Kouchner pour l'hôpital. On a mis les patients à l'hôpital dans le cadre d'une concertation. Il faut qu'on mette les résidents et leurs familles aussi dans les EHPAD. Hôpital, EHPAD, même démocratie, même lieu de démocratie. Et puis, dans les EHPAD, eh bien, il faut passer de 6 personnels pour 10 résidents à 8 personnels pour 10 résidents. Et il faut des indicateurs de qualité. La durée du repas, le nombre de protections, le nombre de douches. Enfin, voilà, et ces critères doivent être rendus transparents. Et ils doivent être contrôlés. Et moi, j'ai dit qu'avec moi, le Parlement aura un nouveau rôle, celui d'aller contrôler tout ce qui touche de l'argent public et de voir comment ça marche, y compris les établissements privés. Voilà. Valérie Pécresse, est-ce que vous comptez faire une loi sur la fin de vie ? Alors, sur la fin de vie, moi, d'abord, j'ai un problème. On est aujourd'hui dans un pays d'abstention massive. On est dans un pays où il n'y a plus du tout de confiance envers le politique. Dans ce pays d'abstention massive où il n'y a plus de confiance de politique, d'où ça vient l'absence de confiance, à votre avis ? Ça vient de l'absence de résultats. Ça vient du fait qu'on vote des lois et que ces lois ne sont jamais appliquées. Donc moi, j'ai un premier problème sur la fin de vie. Mon premier problème, c'est qu'il y a une loi qui s'appelle la loi Claes-Leonetti, qui permet la sédation terminale et qui encourage les soins palliatifs et qui veut développer les soins palliatifs. Cette loi, elle répond à une aspiration extrêmement forte des Français, qui est de partir sans souffrir et de partir de préférence chez eux plutôt qu'à l'hôpital si c'est possible. Et cette loi, Claes-Leonetti, eh bien, il n'y a que 30% des Français qui en bénéficient. Voilà. Et 70% qui n'y ont pas accès. Donc moi, la première chose que je vais faire, c'est d'abord qu'on applique la loi Claes-Leonetti. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que cette culture palliative, elle se développe dans tous les territoires. Et comme il n'y a pas de désert de santé, il ne doit pas y avoir de désert de soins palliatifs, il ne doit pas y avoir d'inégalité devant la fin de vie. Et cette culture palliative, elle doit passer évidemment par les généralistes, mais ça doit être l'investissement massif que l'on va faire dans les années qui viennent, amener cette culture du soin palliatif, parce qu'on le sait tous ici, si on a accès aux soins palliatifs, le départ n'est pas du tout le même. Voilà. Et donc, moi, ce sera ma priorité. Alors, pardon de vous dire, de ne pas être tout de suite en train de sauter sur la réforme d'après. Mais moi, je ne supporte plus ce pays où, quand on vote une loi, elle n'est pas appliquée. Et on nous dit tout de suite, comme elle n'est pas appliquée, on va passer à l'étape d'après. On va passer au suicide assisté, on va passer... commençons déjà
Voilà, commençons déjà par avoir cette possibilité d'avoir des soins palliatifs pour tous et la sédation terminale dans le cadre d'une concertation avec une équipe médicale formée. Voilà, ça commence comme ça, l'égalité des droits. Et puis ensuite, eh bien, s'il y a des débats de société qui doivent se faire sur la fin de vie, vous savez que c'est des sujets très intimes. Moi, je ne suis pas, à titre personnel, favorable au suicide assisté. Mais après, c'est un débat qui est intime, c'est un débat de conscience, c'est un débat à avoir avec les Français. Mais commençons d'abord par redonner de la dignité à tous les Français en fin de vie et développer aussi la fin de vie à domicile. Alors, une dernière question, Valérie Pécresse, sur les internes en médecine. Quelqu'un dans la salle nous dit qu'ils sont 20% à souffrir de dépression, un suicide tous les 18 jours, nous dit-il également. Ils travaillent 58 heures en moyenne. Comment comptez-vous les aider ? Écoutez, alors là, ces chiffres sont quand même très saisissants. J'espère que les études de médecine ne sont pas éprouvantes à ce point, parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'il faudrait les réformer pour les rendre quand même beaucoup plus saines qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est pas normal que ceux qui nous soignent se retrouvent eux-mêmes dans d'aussi grandes souffrances. Moi, ce que je ressens, c'est que là aussi, il y a un donnant-donnant à faire. Si les internes en médecine acceptent d'aller, je pense aux internes de médecine générale, d'aller dans des déserts médicaux pendant 1 an, ça justifie aussi que l'on parle aussi de leur rémunération, de leur indemnisation de stage, de la façon dont ils sont traités. Moi, dans ma région, j'ai mis en place tout un plan d'aide et d'accueil des internes. Alors, c'était pas innocent, hein. C'était parce que je voulais les garder. Et vous savez qu'en Ile-de-France, on forme beaucoup, mais tout le monde se part après, parce que, évidemment, comme dans l'hôpital, les salaires sont les mêmes, on n'a pas tout à fait la même qualité de vie si on reste vivre dans une grande métropole où les prix sont très chers. Donc on a besoin, pour les jeunes internes, effectivement, de travailler sur leur qualité de vie. C'est des études qui sont très longues. La question du logement se pose. Moi, j'ai proposé aussi qu'on puisse, sur les emprises hospitalières, faire davantage de logements pour les soignants. Et je crois que pour les jeunes soignants, et je pense que ce serait leur mettre le pied à l'étrier. Vous savez, cette question du travail et du logement, ça va ensemble. Et le mal-logement est vraiment quelque chose qui fait qu'un étudiant a le sentiment qu'il ne prend pas son autonomie. Donc, vous liez éventuellement métier et logement social, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors, le logement social, c'est pour les travailleurs de première ligne, mais ça, c'est c'est sur toute la vie, hein. Je veux que les travailleurs de première ligne, ceux qui ne peuvent pas télétravailler, soient prioritaires dans le logement social. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle fracture qui est en train de se faire dans la société entre les Français qui peuvent télétravailler, qui donc bénéficient plusieurs jours par semaine de ne pas avoir à se transporter, et ceux qui ne peuvent pas télétravailler, les soignants ne peuvent pas télétravailler. Et donc je pense que quand on ne peut pas télétravailler, qu'on a beaucoup de temps de transport, eh bien on doit être prioritaire dans l'accès au logement social de la ville dans laquelle on travaille, pour justement avoir moins de temps de transport. Et je pense aussi que quand on est étudiant dans des études longues comme les études médicales, on doit pouvoir avoir accès aussi plus facilement à du logement étudiant. Moi, je propose 100 000 constructions de logements étudiants supplémentaires sur le quinquennat, notamment sur les sites des CHU. Et je pense qu'il faut qu'on puisse nous libérer du terrain pour aussi faire du logement. Merci beaucoup, Valérie Pécresse, d'être venue devant ce grand oral de la santé cet après-midi. Merci à vous.